Yo, bonjour, bonjour. Ouais, si ça marche. Bon, d'habitude je stream plutôt sur les coups de 17h, il est actuellement 22h30. Oui, je ne suis pas à l'heure. Oui, en ce moment j'ai peut-être un peu quelques problèmes de sommeil et donc du coup j'ai décidé de d'arrêter de me poser des questions et de dormir quand j'ai envie de dormir et de me réveiller quand j'ai envie de me réveiller. Ce qui fait qu'aujourd'hui je me suis endormi à 15h et je me suis réveillé à 21h30. Voilà. Voilà où est ma vie, où est-ce qu'on en est dans ma vie actuellement, qui est un désastre. Sur le plan du sommeil, bien sûr. Attendez, je vais me chercher à boire, j'arrive. Ah, ça fonctionne. Euh, En fait, je vais même pas vous faire mon planning de sommeil de la semaine dernière, ça n'aurait absolument aucun sens. Il se trouve qu'il y a il y a 2 nuits de la semaine dernière où j'ai pas dormi du tout. Pas parce que je voulais pas dormir, hein, mais parce que la vie en a décidé ainsi. Et il se trouve que ça tombait plutôt mal puisque j'étais à Paris ce week-end et qu'il fallait que je me recale bien pour être à peu près en phase. C'est l'une de ces nuits-là où j'ai pas dormi. Alors du coup, je me suis retrouvé à Paris à faire la dictée avec les linguistes atterrés. Si vous voulez, je reviendrai là-dessus juste après. Et puis, comme j'avais fait nuit blanche, j'ai tant bien que mal tenu jusqu'à 23h. Et à 23h30, je suis allé à l'hôtel et je me suis endormi direct. Voilà, j'ai pris ma douche, blâme, je me suis endormi. Réveillé 9h. Incroyable, parfait. C'était nickel. Donc là, j'étais en mode, bon, bah c'est bon pour ce soir. Ce soir, ce sera très bien. Je passe la journée, je suis pas fatigué. Je fais tout le colloque de l'association des sciences du langage, où j'étais invité à la Sorbonne. Nickel. Je rentre. Donc déjà, en plus, je rentre à pied, je fais tout à pied, je vais à pied à Montparnasse. Là, il y a de l'orage, déluge, de ouf. Euh, Vraiment, c'est la merde de ouf. Je suis une éponge totale. Et à ce moment-là, je me dis, tiens, un petit coup de barre. En plus, je suis un peu fatigué. Et en plus, je suis vraiment plein de flotte et c'est vraiment pas agréable. Vas-y, si je dors 15-20 minutes, au moins, j'y pense plus. Je me suis endormi 1 heure dans le train. Bah, le soir même, j'ai pas dormi du tout. Et là, j'en suis à... Alors, attendez. Hier, c'était hier pour vous. C'était hier pour vous. Hier, lundi, du coup, j'ai dormi genre de 10h à 17h et de 20h30 à 23h. Euh, Parce que là, j'ai pris la décision de... maintenant, je dors quand j'ai un sentiment de fatigue et pas par rapport aux obligations sociales, parce que effectivement, j'ai des rendez-vous, j'ai des trucs à faire la journée. Mais bon, mes obligations sociales en ce moment, c'est quoi? C'est de devoir aller au kiné. J'ai réussi à modifier l'heure pour pouvoir avoir un rendez-vous tôt le matin, parce que vendredi, je suis pas sûr que je serai réveillé le matin, pas sûr l'après-midi. C'est streamer avec vous et du coup je me suis dit bah écoutez c'est pas grave, hein, des fois je serai 3 ou 4 heures en retard et puis bah vous aurez pas de stream dans la semaine mais bon en même temps je peux pas me permettre alors qu'on était censé refaire Sex Social hier et que bah, on n'a pas pu et que je suis en train de bosser sur plein de trucs et sinon je bosse en ce moment beaucoup à domicile. Là en ce moment je bosse sur le montage de la vidéo sur la canne française donc je me suis dit tant pis, je vais essayer d'arrêter de me priver de sommeil, de continuer de tenir pour tenir jusqu'à telle heure en me disant comme ça je dors tant d'heures et comme ça machin. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire toute la semaine dernière. Et s'il y a des moments où j'arrive à m'endormir, genre des fois 3 heures plus tard, je suis réveillé. Et si je suis réveillé 3 heures plus tard, je suis baisé, après je pars pour 12 heures, quoi. Et du coup, je suis arrivé à une situation où je pense que selon mon corps, je devais dormir l'après-midi et faire la sieste la nuit. Alors que moi, je voulais que ce soit l'inverse. Dormir la nuit et faire la sieste l'après-midi. Et donc, bon, bah voilà, j'en suis là. Et là, j'ai décidé effectivement d'arrêter de trop me poser de questions et de dormir quand je suis fatigué.
Après, je sais exactement ce qui a déréglé mon sommeil. Hein. J'ai pris de l'alprazolam toute la semaine dernière. J'avais des très grosses contractures musculaires dues à l'anxiété, notamment. Des contractures qui faisaient que je pouvais plus lever le bras, j'avais trop mal au quotidien, je prenais des antidouleurs aussi. Et le cocktail alprazolam antidouleur, ça fait dormir. Et le truc, c'est que ça fait pas dormir 12 heures, ça fait dormir 2-3 heures par-ci, 2-3 heures par-là. À la prise du médicament, ça me faisait dormir. Et ça m'a tout déréglé le sommeil, quoi. Ça m'a vraiment tout baisé, quoi. Et là, je pense que je vais bien avoir besoin d'une semaine pour me remettre bien. Et donc, c'est une situation qui dure déjà depuis au moins une dizaine de jours. Voilà. Donc, c'est pour ça que je stream aussi tard, et c'est pour ça que je ne garantis pas jeudi soir de pouvoir streamer jeudi soir. Et auquel cas, ça se trouve, je streamerai jeudi matin ou jeudi dans l'après-midi. Tout le planning se retrouve chamboulé. C'est là où je me dis, putain, je peux vraiment pas avoir d'obligation sociale comme la plupart des gens. Mon anxiété, mes problèmes de sommeil, que je traîne depuis que je suis né, hein, sont en vrai un véritable handicap. Non pas par rapport à mon propre corps, parce qu'en réalité, après, quand je suis fatigué, je dors. Mais par rapport au fait que c'est dur de tenir une vie sociale et professionnelle lorsqu'on dépend des autres. Quand on a autant de problèmes d'anxiété et de sommeil. C'est vraiment difficile. Parce que le problème de sommeil, après, c'est qu'en fait, les problèmes de sommeil rajoutent aux problèmes d'anxiété, et les problèmes d'anxiété rajoutent aux problèmes de sommeil. C'est évidemment un cercle vicieux. Donc, voilà. Le truc, c'est de se forcer à se lever tôt, même quand tu dors presque pas de la nuit, tu te forces à reprendre un rythme naturel, me dis-tu, Ragnia Nator. Il se trouve que moi, j'ai été voir le médecin du sommeil, vous savez, à la base pour l'apnée du sommeil. Et il se trouve que j'ai un retard de phase. Moi, c'est fait, c'est diagnostiqué, je sais que j'ai un retard de phase. Donc moi, me lever le matin ne suffit pas. J'ai un décalage de 6 heures entre mon horloge interne et le soleil. Donc moi, c'est une torture absolue de me réveiller le matin. Alors que des fois au milieu de la nuit ou au milieu de l'après-midi, en l'occurrence, plus souvent, je vais avoir les yeux, boum, je vais me réveiller tout seul, je vais avoir les yeux grands ouverts et je vais me réveiller facilement. Et le matin, c'est une torture absolue. Que je dorme beaucoup ou je dorme pas, d'ailleurs. C'est un enfer. C'est un enfer. Et là, je vis sur, du coup, le fuseau horaire de la Nouvelle-Zélande. Mais oui, je vis sur le fuseau horaire du Québec, d'habitude. Et là, je suis sur celui de la Nouvelle-Zélande. L'idée, c'est de continuer ce voyage toute la semaine en décalant. Alors souvent, quand je fais des grosses phases de recalage, et ça m'arrive 2-3 fois par an, depuis que toujours, hein, je fais du 3 heures par jour. Je décale de 3 heures par jour l'heure du coucher, jusqu'à arriver à la bonne heure. Et si jamais tu as réussi à tenir 3 jours à la bonne heure, normalement t'es recalé. Mais bon. Activité physique régulière et bouffe saine, c'est assez radical sur le sommeil et l'anxiété. Mais il se trouve que vous me dites ça alors qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai passé 4 heures ce matin à faire du jardinage. J'ai passé 4 heures à pelleter du fumier, du BRF, à déplacer du bois. Et j'ai fait du sport aujourd'hui. J'ai fait 4 heures de sport. Et j'ai fait 4 heures de sport vendredi dernier, par exemple. Avant de partir à Paris. Alors que j'étais sur une nuit blanche. J'aimerais que ce soit aussi facile que les sempiternels. Oui, il faut bien manger, il faut faire du sport et il faut se lever tôt le matin. J'aimerais que ce soit aussi facile et j'aimerais que ce soit vraiment le vrai remède hein, pour tout le monde. Il se trouve qu'il y a des spécificités liées à mon corps hein, et liées à mon psychisme, j'imagine, qui font que c'est pas si simple. Et c'est le médecin qui me le dit. Hein. C'est pas vous, hein, c'est aussi le médecin. Et j'ai lu une étude sur le sommeil il y a pas très longtemps qui montre qu'en réalité, des chronotypes, donc des différents types d'horloges circadiennes, en fait, il existe plusieurs chronotypes, tout un gradient de chronotypes différents dans la population, et ce depuis longtemps. Et je vous rappelle que le fait de devoir se lever
à des heures absurdes comme 6h30 du matin pour aller travailler, tout en se couchant à 23h, voire minuit, c'est une absurdité qui est apparue avec l'industrialisation dans l'histoire de l'espèce humaine. C'était pas une réalité ni sociale ni biologique avant l'industrialisation. Vraiment. Hein. Comme le fait de dormir en une fois d'ailleurs. Hop, hop, j'arrive. On vient de m'envoyer un article dont on va parler juste après. Est-ce que si je le transfère là, ça marche? Ah non. Ok. Ok. Donc, vous savez, hein, c'est pareil, on me dit souvent, faut arrêter la lumière bleue, faut arrêter l'ordi et tu verras, tu dormiras mieux. Mais tiens donc, j'y avais jamais pensé. En fait, quand je passe la journée à Paris, je suis pas sur mon téléphone la nuit, premièrement, et puis surtout, moi je suis insomniaque et anxieux depuis avant l'invention des smartphones, enfin, si je peux me permettre. Bien avant que j'ai un téléphone, bien avant que j'ai Internet. C'est pas si simple. Je pense qu'un un vrai boulot pour moi, ce serait vraiment de bosser de nuit. Hein. Ce serait vraiment d'être surveillant de nuit ou gardien de nuit. Hein. Visiblement, c'est ce que mes ancêtres génétiques devaient faire. Et c'est ce qui est le plus adapté à moi. Mais oui, j'ai essayé les trucs de respiration, de machin, de trucs soi-disant de la technique de l'armée américaine pour s'endormir en 7 minutes. Bah, ça marche pas, que ce que je te dise. Oui, j'ai essayé plein de trucs. Après, je vais pas vous mentir, un truc qui marche vraiment, c'est le Zopiclone, par exemple. Ah oui, ça marche de ouf. C'est un sommeil extrêmement pas réparateur, c'est extrêmement addictif comme médicament. Ça marche, par exemple. Ah bah oui. Euh, Et je vais vous dire, des fois, on te dit, les gens, des fois, ils disent pour rire, mais t'as qu'à te branler un coup, t'as qu'à prendre un anxio. Et moi, dans les moments où j'arrive vraiment pas à dormir, si je fais branlette anxio antihistaminique de tramadol, là, d'accord, je m'endors, mais 2h30 plus tard, je suis réveillé. Et c'est cool, et c'est ce qui m'est arrivé toute la semaine dernière. C'est cool, à 3h30, t'es réveillé, 3h30 du matin. Tu passes toute ta nuit à bosser, et puis là, t'arrives sur les 14-15 heures, là, ça commence à être raide, ça commence à tirer, tu vois. Et ça tire à des moments où faut que tu sois actif dans la journée, quoi. Donc, et puis c'est des moments où en plus tu te réveilles, t'as mal à la tête. T'as fait des rêves trop bizarres, tu t'en souviens très bien, parce qu'en fait ton sommeil était de mauvaise qualité et tu dormais plutôt mal. Et donc, si vous voulez que je vous dise, et oui, c'est ici que sont conçus les VOD, bien sûr. Et même le podcast accessible sur Spotify, Apple Play, etc. Certains les écoutent là-bas, je le sais. Bonjour à vous. Ils peuvent pas laisser de commentaires, mais on les salue. Donc, et puis, je prends pas de Zopiclone. Faut surtout pas en prendre. En fait, les médicaments, comme les anxiolytiques, sont des béquilles passagères. Si t'as vraiment besoin tout de suite. Quand tu commences à être sur de la prise de long cours, même de moyen cours, et pour le Zopiclone même de court terme, ça devient très vite quelque chose dont il est difficile de se passer. Et le fait de s'en séparer devient très difficile. Et là, ce qui baisse mon sommeil, c'est d'arrêter le Xanax. Par exemple. Euh, donc, donc c'est compliqué.
Je fais tellement de rêve-cauchemar en ce moment. Toujours un mélange dans le même rêve, c'est hyper chelou. Alors des fois j'ai des histoires incroyables qui se passent dans mes rêves, je les note. Dès l'instant que je me réveille, je les note. C'est incroyable. Le somnifère idéal, c'est le GHB, dépendance inférieure au benzo, mais beaucoup moins problématique sur les cycles de sommeil, mais il faut être narcoleptique pour y avoir le droit. Puis c'est des trucs où moi je me retrouve quand je suis fatigué, avoir des palpitations, avoir mal partout. Enfin, c'est intense quoi. Et il y a des réveils, j'ai l'impression qu'on me réveille en me tapant dessus avec une planche, hein, tellement ça me fait mal de me réveiller. Tellement j'y arrive pas. Vraiment. Je vais me traîner comme ça, je vais être super lent. Je vais pouvoir me rendormir des fois à dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle circonstance. Je vais pouvoir me rendormir sur les chiottes, je vais pouvoir me rendormir sur le canapé. Direct. Merci Rémi Thank you Ju pour le prime. Désolé, ton nom est un japonais en fait. Voilà, je suis pas japonais. Xanax, je suis monté à 0,75 mais je suis redescendu. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en ce moment le sommeil, c'est complexe. C'est complexe chez beaucoup de gens. On est dans une société. Vous savez, j'ai lu beaucoup de bouquins sur le sommeil. Vous savez que j'ai un peu ce réflexe-là quand il y a un sujet qui m'obsède un peu. Je lis beaucoup, j'achète des livres, voilà, pour essayer en dehors des clichés et des choses habituelles, de comprendre ce qui se passe et d'avoir aussi une histoire. Là, j'avais commencé un bouquin que je n'ai pas fini sur l'histoire du sommeil, notre histoire du sommeil en tant que société occidentale. Et c'est pas triste. Hein. C'est pas triste parce qu'il y a aussi, une histoire du sommeil. Comme je vous en parlais tout à l'heure, on a une histoire sociale du sommeil. Et on étudie aussi, par exemple, le sommeil de populations qui ont des modes de vie radicalement différents, que ce soit des communautés agro-pastorales, des communautés de chasseurs-cueilleurs, des communautés agraires qui n'ont pas été encore touchées par l'occidentalisation, pour voir eux comment ils vivent et comment ils gèrent le sommeil. En tant que groupe, en tant que société. Et en fait, on tombe sur des modèles de société avec une question de la place du sommeil qui est très variable. J'avais vu ce truc sur une population Papouasie-Nouvelle-Guinée où je crois que l'intégralité du groupe ne partageait que 2 heures de sommeil commune. 2 heures de sommeil commun, pardon. La plupart des gens ne dormaient pas à la même heure parce qu'ils avaient des rôles sociaux différents qui impliquaient des cycles de sommeil différents. Et c'est super intéressant de voir ce genre de choses, par exemple. Et nous, on est dans une société aujourd'hui où c'est absolument incroyable, c'est que, et moi je trouve ça absolument horrible aussi, hein, on est extrêmement jugé sur la question du sommeil. C'est-à-dire que quelqu'un qui se lève à 6 heures du matin, c'est quelqu'un de méritant, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de responsable. Quelqu'un qui se couche à 6 heures du matin, c'est un branleur, c'est un marginal, c'est ce que vous voulez, etc. Alors qu'en réalité, ça ne dit pas grand-chose de leur valeur productive en tant qu'individu dans une société capitaliste. Ça ne dit pas grand-chose de qui ils sont intellectuellement. Ça dit beaucoup de choses, en fait, plus sur un aspect social, et potentiellement d'ailleurs aussi un aspect génétique, que sur quelque autre valeur humaine que ce soit, quoi. Moi, je fais beaucoup de mauvais rêves. Hein. Moi, je fais beaucoup de cauchemars. C'est variable. Mais ça aussi, c'est un truc d'anxiété, je pense. Je pense. Et oui, on dormait des fois en plusieurs fois aussi. En fait, il y a juste des gens qui dorment. En fait, quand tu pouvais faire 3 heures plus tard ce que tu faisais maintenant, tu pouvais te permettre de faire la sieste et d'y aller plus tard. Ouais, bah moi, du coup, en fait, mon rythme idéal, je le sais aujourd'hui, c'est de me coucher plutôt vers 5 heures du matin et me réveiller plutôt vers midi 13 heures. Ça, c'est le rythme idéal, c'est le rythme de croisière.
C'est les moments où je suis le plus productif, c'est les moments où je suis le moins fatigué. C'est les moments, c'est comme ça que j'ai construit ma vie. Maintenant, ça fait depuis qu'en fait j'ai l'âge de vivre seul, depuis que j'ai du coup 18 ans. Euh, c'est ma vie. C'était déjà ma vie un peu avant, mais j'habitais pas seul, j'habitais chez mes parents et ou chez ma tante ensuite. Et là, il y a des obligations sociales, il fallait être réveillé à telle heure, en plus c'était mal vu, machin, donc il fallait que je sois au moins réveillé à 11h. Donc du coup, il fallait que je me couche maximum à 3h. Mais je le vis comme quelqu'un qui aurait été obligé de se coucher à 20h tous les jours. Et donc, il y avait... ouais, mon rythme de croisière, c'est celui-là, quoi. Ouais. Pareil, mais socialement très compliqué. Quand j'ai des clients de nuit, ça va, mais c'est clairement pas les meilleurs. Ouais, j'imagine. Et donc, c'est mon rythme de croisière, je le sais aujourd'hui. C'est un rythme de croisière qui me fait passer pour quelqu'un d'humainement moins respectable, on va dire. Alors que, paradoxalement, c'est depuis que j'ai ce rythme de vie que je suis aussi productif. C'est-à-dire que avant, on considérait que j'étais un peu un branleur à l'école. Je foutais pas grand-chose. C'est vrai. Le fait que j'ai passé tout mon lycée à moins de 6 heures de sommeil a dû probablement beaucoup jouer. Notamment sur le fait que je m'endormais en cours, ce qui est très mal jugé hein, par les profs, on va pas se mentir. Depuis que je peux gérer mon propre sommeil, je travaille énormément plus parce que j'ai vachement plus d'heures dans la journée où je suis actif et où je suis en capacité de travailler. Donc sur la question du travail, il faut absolument la décorréler, bien sûr. Hein. Mais bon, ça vous pouvez le faire que si jamais vous êtes en profession libérale hein, et que vous ne dépendez pas d'une clientèle. Après, c'est des adaptations. Par exemple, moi, je ne travaille jamais le matin, faut le savoir. Du coup, tout le monde, les gens qui bossent avec moi le savent, je ne bosse pas le matin. Le matin, je bosse pas. Donc, la première réunion de la semaine, par exemple, avec ma monteuse, c'est à 14h, le lundi. Et par contre, je bosse la nuit. Alors moi, c'est particulier parce que moi, du coup, je bosse l'après-midi. Je fais les papiers, les réunions, en gros, entre 14 et 17h. Ou je fais les 2-3 trucs dehors si j'ai besoin de faire des trucs dehors, tant qu'il fait jour. Et puis, le soir, je monte, je stream, voilà. C'est ça, t'as pas tout le monde qui... Alors, il y a aussi la contrainte de quand t'es en télétravail, les gens se permettent tous de te déranger, puisque c'est un peu comme si tu travailles pas vraiment. Et ça, c'est vrai que c'est chiant. Mais voilà, les horaires de bureau, oui, on y revient. Ouais, le travail de nuit, on voit, il y a des études hein, qui montrent que le travail de nuit, par exemple, ça réduit l'espérance de vie, etc. Mais en fait, ce qui réduit l'espérance de vie, c'est pas le travail de nuit en tant que tel, si j'ai bien compris. C'est de devoir l'imposer à des gens qui, en même temps, ont des injonctions sociales très fortes pour vivre le jour. Et oui, si jamais tu dois être réveillé la nuit et réveillé le jour, je veux bien que l'espérance de vie, elle finisse par réduire, quoi. Je le comprends assez fortement. Tu peux pas à la fois bosser de nuit, emmener tes gamins à l'école à 8h, aller les chercher à midi, et les ramener à 13h pour aller les rechercher à 16h30, quoi. Enfin, c'est sûr que c'est le problème. En tant que tel. Moi, c'est plus je vieillis, et plus ça devient difficile de ne pas écouter mon corps sur le plan du sommeil. C'est clair. J'ai essayé 21h, 5h, c'était compatible avec la famille et le travail, mais plus de soirée à deux. Ouais, alors c'est le problème.
Moi, je suis pour le travail de nuit. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui travaillent mieux la nuit. Euh... Moi, je trouve que la dictature des horaires de bureau est absolument absurde. Le fait que tout soit ouvert à 8 heures du matin, que tu doives emmener tes enfants à l'école à 8 heures du matin, mais c'est délirant. Enfin, mais c'est fou cette société où on fait... Enfin, moi, quand j'étais au lycée, je me levais à 6h30 pour aller au lycée. Tous les jours, je me levais à 6h30 pour aller au lycée. Je rentrais chez moi, il était 19h. Déjà, quand on te dit... Après, on te disait, il te faut 8 heures de sommeil. Ça veut dire que déjà, max à 22h30, je dois dormir. Max, je dois dormir à 22h30, sachant qu'il faut encore que je mange. Faut que je me lave. Peut-être que je prenne 1 heure pour souffler. Et que j'ai tous mes devoirs à faire. Bah, évidemment, je faisais pas mes devoirs. Hein. Sinon, c'est l'absence de vie sociale. Enfin, c'est fou. On est dans un monde où on exige plus d'heures de travail des lycéens que des travailleurs. Ça n'a pas de sens. Mais c'est parce que, en fait, on est vraiment dans un monde où on impose à tous de se lever super tôt pour faire des choses que personne n'a envie de faire et des heures où les gens n'ont pas envie de se lever vraiment. Puis, alors, en plus, au lycée, après, on attend de toi que tu sois alerte pendant les 8 heures de cours que tu as dans la journée, quoi. Et encore 8 heures, je pouvais monter à 9 heures, moi. J'ai des journées où je faisais 9 heures de cours en seconde. Le mardi, je me souviens très bien, je faisais 8h midi, 13h, 18h. C'était vénère quand même. Bah, du coup, moi, respecter mon rythme circadien impose de me coucher tard et de me lever tard. Si j'avais des blocs de ouf, moi, en STI, j'avais des 8 heures de productique. Boum, un cours de 8 heures. Allez hop. Non, c'est délirant, le rythme scolaire qu'on a, il est délirant. Mais c'est parce qu'on a des vacances qui sont très longues, et toutes nos heures sont concentrées sur les jours. Et la recherche là-dessus, demander à un oiseau de nuit de se lever à une heure normale est l'équivalent de demander à la personne médiane de se lever à 3 heures du mat. Bah, c'est ma vie. Quand je dois me lever à 8 heures, c'est comme quand on me demandait de me lever à 3 heures, vraiment. Enfin, même plus 2 heures en l'occurrence. Parce que moi, je suis vraiment décalé de 6 heures, quoi. Et alors oui, il y a la question du bruit. Alors maintenant que j'habite à la campagne, c'est vachement plus facile de pouvoir dormir l'après-midi comme je l'ai fait aujourd'hui. Quoique mon voisin, si circulaire dès 8h30 du matin, parce que oui, on est aussi dans un pays où on a le droit de faire du bruit dès 8 heures, hein, visiblement. Même si le tapage diurne existe, hein, les gens ne le savent pas, mais ici à 8 heures, selon certains jours, t'as les tracteurs, les scies circulaires, les gens à 8 heures, ils sont à fond. Et même mon voisin, à 7 heures, il y a la moto qui tourne. Parce qu'il part bosser pour 8 heures. Euh, mais globalement, c'est quand même vachement plus facile de pouvoir suivre son rythme de sommeil quand on habite à la campagne que quand on habite en ville. Moi, j'ai vécu 10 ans en ville, dans une capitale européenne et une capitale européenne. Capitale européenne dans le sens d'un pays européen et une capitale européenne dans le sens de l'Union européenne. Je fais Vienne et Strasbourg. À chaque fois, c'était deux quartiers. Ah non, pas à chaque fois. Vienne est une ville plutôt calme, en fait. Non, Vienne est une ville calme. Strasbourg, c'est une ville super bruyante. La France est un pays bruyant. C'est c'est un délire.
Encore en France, c'est plus facile d'avoir un rythme un peu décalé parce que les magasins ferment régulièrement à 19h, 19h30, certains 20h. En Autriche, ça fermait vachement plus tôt. Il faut bien sûr beaucoup d'heures de cours pour apprendre notre orthographe absolument, absurdement complexe. Oui, absolument, tu as tout à fait raison. Une bonne partie du temps de l'enseignement aujourd'hui est dédiée à un apprentissage d'un code orthographique délirant, sans queue ni tête, et on a envie de vous inculquer l'idée selon laquelle, qui est très fausse, hein, c'est logique. C'est logique et ça dit beaucoup de votre intelligence ou de votre capacité à être un bon citoyen, ce qui n'a absolument aucun rapport. Vraiment. J'étais en quartier musée d'art moderne à Strasbourg. Entre la gare et le musée d'art moderne. Après, à la campagne, il y a du bruit. Alors, juste pour revenir sur la question du bruit à la campagne. C'est pas le même bruit à la campagne et en ville. Les tracteurs, les scies circulaires à la campagne à fond. Ça, ouais. Il y a des bruits naturels aussi. La nuit, par exemple, il y a le hibou. Après, c'est des bruits. Il y a les chouettes aussi. Bon, ça, c'est des bruits, moi, qui me plaisent plutôt. Mais les bruits de voiture, c'est les bruits de klaxon, ouais, effectivement. Les bruits de foule, c'est les bruits que j'aime pas trop. Ma fille est en train d'apprendre à lire et je me rends compte à quel point c'est illogique et absurde. Ah mais oui, et puis il y a cette logique. En fait, on a un rapport déraisonné avec l'orthographe. Et nous, adultes, sommes convaincus que beaucoup, quand on écrit bien et quand on sait écrire, que beaucoup de choses ont du sens, tout en se posant des fois les questions de si tel truc prend un ou deux T, un ou deux L, alors que la question ne devrait pas se poser. Enfin, il y a qu'un T qui est prononcé, il doit y avoir qu'un T d'écrit. Enfin, putain. Franchement, euh, c'est vraiment aucun sens. Et en fait, j'en parlais avec Patrick Beau ce matin, c'est marrant. On a un rapport sacré avec l'orthographe. Et les gens aujourd'hui récitent les règles orthographiques comme ils récitent des prières. Sans remettre en question le fond, sans même comprendre ce qu'elles veulent dire, sans se poser la question d'où elles viennent, et surtout sans se poser la question de leur efficacité. Mais pour une obligation sociale, et parce que nous sommes dans une société où tout le monde doit les connaître, tout le monde doit pouvoir les réciter. On vient vraiment de là, quoi. On vient d'un monde où l'orthographe a remplacé Dieu, et a remplacé le roi et la monarchie. Voilà, dans une société de la Troisième République où il fallait faire écrire et lire à tout le monde, et où le clergé assurait d'ailleurs une bonne partie de cette mission dans beaucoup de campagnes, dans beaucoup d'écoles communales qui étaient des écoles confessionnelles, et qui restent de l'aide d'ailleurs en Bretagne par exemple, où la moitié des écoles primaires en Bretagne à peu près, hein, la moitié des établissements, au global, d'éducation en Bretagne sont des établissements catholiques ou confessionnels, privés. Dans un monde où on n'avait plus de roi et où il fallait avoir une forme de culture commune et un ciment pour nous construire en tant que nation ayant un nouveau modèle et libre et éclairé, il fallait qu'on sache tous très bien lire et très bien écrire. Il fallait qu'on maîtrise tous très très bien le français, et du coup le français c'est devenu notre nouvelle religion. Notre langue est devenue notre nouvelle religion. Vraiment. Et on a, j'insiste là-dessus, vous vous rendez pas compte, mais on a un rapport à l'orthographe qui est assez unique en Europe. Hein. C'est absolument pas la norme dans les autres pays d'Europe. Vous savez, en Italie, quand on apprend à lire ou à écrire, ça prend un an et demi aux enfants, et puis après on n'entend plus parler, ça y est, finito, quoi. Pareil pour l'Allemagne, pareil pour les pays slaves. Les études le montrent assez bien. Il n'y a pas de... Pour l'espagnol, la vie est beaucoup plus... Il n'y a pas de rapport aussi sacralisé à l'orthographe. C'est-à-dire qu'ils vont pas réserver Versailles pour faire des dictées en plein air. Genre, ça n'existe pas dans les autres pays. Genre, les Anglais, ils vont pas réserver... Enfin, les Anglais, c'est particulier, parce que c'est une orthographe absolument chaotique aussi, mais... peut-être pas prendre les Anglais, parce que je sais pas s'ils font des dictées ou pas les Anglais, mais par exemple, les Italiens, ils vont pas réserver, je sais pas... la basilique
la basilique de machin ou le château de truc pour faire des dictées en plein air. Genre, ça n'aurait aucun sens pour eux. C'est absolument délirant. Enfin, genre, il y a... Vraiment. Il n'y avait pas eu une proposition de simplification jamais adoptée de l'orthographe par un ministère de l'Éducation des années 1900? Alors si, tout à fait, c'était en bonne voie d'accomplissement, puisque l'orthographe qu'on a actuellement, elle date de 1878. Il y a dans les années 1900 eu une tentative de réforme de l'orthographe nouvelle, celle de 1878 n'allant pas assez loin. Et en fait, c'est toujours le problème, c'est qu'en fait, on a des espèces de compromis sur la réforme qui font qu'on nous dit oui, mais c'est en attendant la prochaine, et la prochaine ne vient jamais. Et dans les années 1900, effectivement, 1910 même plus précisément, c'était en très très bonne voie d'être réformée, l'orthographe française, notamment pour supprimer toutes les doubles consonnes, rationaliser les accents, les traits d'union, etc. Et puis la Première Guerre mondiale, pardon, ça a tout mis en suspens et on n'est jamais revenu là-dessus. Voilà. Ça a été mis au placard et on n'en a plus jamais parlé. Et j'avais fait une vidéo là-dessus où j'en parlais, mais après, ensuite, l'Académie a complètement virevolté et est passé d'une position plutôt pro-réforme à une position plutôt anti-réforme. L'Académie, historiquement, est un organe de réforme de la langue française. Historiquement. Et puis, quand le contrôle social et la distinction sociale s'est faite non pas sur le fait de maîtriser les nouvelles règles, mais sur le fait de connaître les actuelles, eh bien, l'Académie est passée sur une position absolument conservatrice. C'est-à-dire qu'avant, elle tirait son pouvoir de sa capacité à imposer une nouvelle norme que tout le monde devait adopter et qu'elle sanctionnait quelque part, à une position où c'était plus facile pour elle de maintenir et de défendre le code tel quel qui n'a absolument aucun sens, qui est donc difficile, comme marqueur social, notamment quand la linguistique a commencé à émerger, et notamment quand les dictionnaires libéraux, les dictionnaires privés ont commencé à exister. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, et là je vous parle de l'Ancien Régime, à la base, il était interdit de publier un dictionnaire si on n'était pas l'Académie française. Ce qui fait qu'il y a des dictionnaires concurrents qui ont existé, de la langue française, mais ces dictionnaires étaient publiés en Belgique ou en Suisse. Ils n'étaient pas publiés en France, c'était interdit de les publier en France. Ça, je vous parle de ça, c'était avant la Révolution française. La complexité de la langue française, elle se place où par rapport à une autre langue? C'est absolument impossible de répondre à cette question. Toutes les langues ont leur spécificité, leur facilité, leur complexité, leur particularité, et ce que je peux juste vous dire, c'est que, a priori, à peu près toutes les langues qu'on ait pu étudier ou dont on a un corpus suffisant pour pouvoir l'affirmer, ont une vitesse de transformation de l'information à peu près similaire. Il n'y a pas de plus complexe, de moins complexe. Enfin, ça dépend. Au global, c'est pas impossible de le dire. C'est comme si tu te demandais si c'est le triangle ou le carré qui est le plus rond, quoi. Pour moi, c'est ce genre de. Pour moi, me demander ça, c'est un peu comme me poser ce genre de questions. Et je suis un peu en mode, c'est pas comparable. Il n'y a pas vraiment de. Bon. C'est le carré, c'est le carré. Bah, peut-être en attendant, le carré, il est pas rond. Hein. Au moins, on n'a pas de déclinaison. Ben, en fait, on peut voir les pronoms comme un système de déclinaison en français, le pronom. On peut le mettre dans un tableau de déclinaison, en gros, les pronoms en français. On n'est pas dans une langue casuelle vraiment à proprement parler, mais je devient me à l'accusatif, me au datif, et moi en tant que en pronom emphatique. Tu deviens te, toi. Il devient le, lui, lui. Elle devient la, lui, elle. Puisque lui est aussi un pronom féminin. Pronom féminin datif. Oui, à elle, je lui ai dit, par exemple. Oui, bah, je lui ai dit à elle, je lui ai dit à machin. Et machin est une femme, c'est lui.
dans ce cas-là, puisque c'est datif de elle, c'est lui. Et après, ça fait nous, vous. Et après, ça fait il, les, leur, eux. Tableau. Donc, on peut voir les pronoms en français comme pouvant s'inscrire dans un tableau de déclinaison. Ça prend, voilà. Et donc voilà, sur les questions de l'orthographe, on a fait, du coup, effectivement, je connecte les dicteries avec le collectif de linguistes atterrés. Alors c'est précisément Maria Candéa et Christophe Benzitoun qui s'en sont chargés. On a fait ça à Mundo Lingua. J'avais pas annoncé ma venue parce qu'on avait peur qu'il y ait trop de monde, on avait peur que ça attire des gens, et il fallait pas qu'on soit trop, parce que le musée est petit. Et on a fait une dictée, une dicterie du coup, et on a commencé par un texte de Montaigne, on a fait écrire les gens, voilà, ils ont commencé à écrire, et puis on a fait le corrigé. Et pour mettre le corrigé, on leur a pas mis l'orthographe de 1878, ben non, Montaigne il écrivait pas en orthographe de 1878. Montaigne il écrivait en orthographe il y a vachement plus longtemps que ça. Et du coup on a fait le corrigé dans l'orthographe de l'époque. Bah oui, en expliquant quoi correspondait à quoi, et c'était super intéressant, parce que les gens ont pu se rendre compte qu'en fait, il y avait 1000 façons d'écrire le français. Ces façons pouvaient malgré tout être logiques, au regard de l'époque. La notion d'orthographe n'existait d'ailleurs pas. Il y avait, je crois qu'on n'en a pas beaucoup insisté sur ce point-là, mais moi, du coup, j'ai beaucoup lu là-dessus, donc je peux vous le dire. Il y avait des écoles d'écriture, en gros, il y avait un peu d'énormes concurrentes d'orthographe qui étaient communément utilisées par certains imprimeurs, ce qui faisait que le même texte de Molière imprimé par tel ou tel imprimeur n'avait pas la même orthographe. Voilà, ils avaient d'autres logiques, d'autres subtilités, d'autres façons de noter certains trucs. Certains trucs étaient considérés comme moins importants, donc n'étaient pas notés. D'autres trucs étaient considérés comme plus importants, donc étaient notés, et vice-versa, etc. Et c'était, je pense, assez instructif sur aussi comment notre code orthographique a évolué. Et c'était ça l'idée. Faire prendre conscience aux gens que l'orthographe, elle n'est pas immuable, et qu'en fait, on vient d'une tradition orthographique beaucoup plus lointaine. Le fait de vouloir supprimer des doubles consonnes, on pourrait nous dire c'est la fin des cadences, mais certaines personnes le proposaient déjà au XVIIIe siècle. Ça date pas d'aujourd'hui du tout. Et c'est des débats qui ont été menés notamment à l'Académie française au XIXe siècle. Et certains académiciens à l'époque étaient tout à fait pour d'ailleurs. À une époque où les académiciens français savaient à peu près de quoi ils parlaient. Ce qui est quand même vachement moins le cas depuis un siècle, voire un siècle et demi quand même. Le XXe siècle a vraiment été un tournant, l'Académie française. Ça a vraiment été un tournant. Ça a été un tournant dans une société où l'intégralité de la société a évolué autour de l'Académie française, mais l'Académie française n'a pas évolué en termes en société, en fonctionnement interne, ni dans son rôle, ni dans ses attributs, ni dans son fonctionnement, et ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose d'absolument ubuesque aujourd'hui. Les réactionnaires ne connaissent pas l'histoire, épisode... Bon, je vais pas lire le chiffre que tu as mis, je pense que tu as tapé au hasard sur ton clavier, mais oui. Les réactionnaires ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent surtout pas l'histoire de leur langue. Et d'ailleurs, je vais continuer mon parallèle avec la religion, moi je le trouve très bon et très juste. J'en ai beaucoup parlé avec Maria Candéa qui m'expliquait qu'effectivement, par exemple en Roumanie, le rapport à la religion, on a vraiment l'impression d'avoir le rapport à la langue en France. On se retrouve avec des gens qui en fait répètent des mantras, ne connaissent pas leur histoire et ont l'impression que toutes ces règles-là, elles sont logiques, transcendantales, elles viennent quelque part du ciel, elles ne sont pas à remettre en question, elles sont profondément ancrées. Et les gens respectent la langue comme ils respecteraient Dieu, ils ont peur de la faute comme ils auraient peur du blasphème, et la dictée, c'est un peu un rite, voilà, qui nous permet de nous challenger sur notre connaissance de la foi, de la langue, hein, quelque part, de l'orthographe. Et quand on ne sait pas, il faut se référer aux instances du clergé qui viennent nous expliquer qu'en fait on a mal compris et qu'on n'est pas digne de ce savoir absolument titanesque et subtil et très fin. Donc ça, c'est l'Académie française, voilà, ou les lettrés, qui en fait utilisent ça comme forme de contrôle social, comme ce à quoi servait la religion, je pense aussi à l'origine. C'est vraiment pour moi le parallèle. Aujourd'hui en France, les gens ont un rapport religieux à la langue.
Non, un rapport religieux à l'orthographe, plus précisément d'ailleurs. À la langue aussi, mais à l'orthographe tout particulièrement. Vraiment. Et Patrick Beau me disait ce matin, et j'étais très content de ma formule, il me disait « Oui, mais est-ce que c'est pas beau de sacraliser la langue, le langage, c'est quelque chose qu'on a de très cher, etc. » Je lui ai répondu « Oui, mais je lui ai répondu un truc du genre « Oui, mais l'orthographe, c'est pas le langage, c'est sa camisole. » J'en étais très fier de cette formule, donc je vous la ressors. Voilà. Et se pose du coup effectivement une question, quand on est prof de français aujourd'hui, c'est mais du coup, et ça c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans la dicterie, et mais moi qu'est-ce que je leur dis aux élèves? Bah, aujourd'hui on est dans un monde où pour eux, sur le plan social, c'est absolument beaucoup trop coûteux qu'ils ne respectent pas la norme. Pour autant, on n'a pas l'obligation de leur dire comme des mandarins un peu cervelés, que ce code il est juste et il est logique. Parce qu'il ne l'est pas. Et si sa maîtrise est absolument nécessaire aujourd'hui, et que tout le monde devrait l'apprendre et bien le maîtriser, puisque c'est, enfin surtout en tant que professeur de français, vous n'avez pas le choix, c'est votre mission. En tant qu'enseignant, c'est votre mission d'enseigner aux élèves à apprendre à lire et à écrire telles que les règles ont été fixées, même si ces règles n'ont aucun sens. C'est votre mission. C'est terrible, mais c'est votre mission. Eh bien, écoutez, en attendant, ça n'empêche pas qu'on puisse, à côté, en tant qu'adulte, militer pour plus d'inclusion, pour une rationalisation de l'orthographe, etc. Et ça, faites-le en adhérant au linguiste atterré, bien sûr. Compliqué de sacraliser quelque chose qui évolue, non? Et vous savez, la religion évolue aussi. Les pratiques scolastiques, ecclésiastiques et religieuses ont énormément évolué depuis l'apparition du christianisme. Et elles continuent d'évoluer. Enfin, par exemple, pour en prendre un exemple assez récent, le fait qu'on ait la messe en français aujourd'hui, ça doit avoir quoi, une petite 50aine d'années, c'est une évolution majeure dans la liturgie. J'en ai parlé sur Blue Sky, tout le monde m'est tombé dessus, parce qu'effectivement, maintenant, les femmes voilées ne peuvent plus faire du sport, parce que porter un voile quand on fait du sport, c'est faire session de la République. Et on vient d'un monde pas si loin, où les femmes catholiques couvraient leurs cheveux. Ma grand-mère portait le voile. Ma grand-mère sortait avec un foulard sur la tête. C'était une question de respect pour elle. Parce que dans la France traditionnelle et catholique dans laquelle elle a grandi, et même si elle était très moderne quand elle était plus jeune et qu'elle ne le portait pas, bah sur la fin de sa vie, je dirais à partir de ses 50 ans, notamment quand elle allait à l'église, elle portait le voile, elle portait un foulard, ma grand-mère. Et les hommes sortaient tous avec un chapeau sur la tête, et dès l'instant qu'ils rentraient dans un lieu clos, ils devaient retirer le chapeau, parce que c'était comme ça qu'il fallait faire. Ce que font encore d'autres religions, les religions du livre, comme on peut les appeler, les religions abrahamiques, comme l'islam ou le judaïsme, où les femmes doivent cacher leurs cheveux et où les hommes doivent aussi porter un couvre-chef lorsqu'ils sortent de chez eux. Donc moi, ces débats sur... vous voyez à quel point on peut vite perdre la mémoire. Vous avez des fervents catholiques qui aujourd'hui vont faire une croisade contre le voile, parce qu'ils pensent faire une croisade contre l'islam, comme François Bayrou, qui est très catholique. Vous avez suivi l'affaire Bétara, bien sûr, vous le savez désormais comme tout le monde. Bah, cette personne-là aurait fait croisade, en fait, contre ses propres co-religionnaires, en fait, il y a 50 ans, sur le même motif. Si on prend juste les motifs. Si on prend pas les raisons profondes, en fait, en l'occurrence, la raison profonde, là, c'est l'islamophobie, mais si on prend juste les motifs, en disant, ça se fait pas de se couvrir les cheveux. Pourquoi? On ne sait pas. Aller défendre cette position-là, il y a 50 ans, dans une France un peu plus catholique, bah là, vous vous seriez fait recevoir, je pense, dans pas mal d'endroits en France. Mais voilà. Que vous voulez que je vous dise je pense que beaucoup de catholiques aujourd'hui, comme beaucoup de Français sur la question de la langue, pensent que leur religion est et a toujours été comme elle l'est, actuellement.
et que c'est la bonne façon de penser, et que c'est la bonne façon de faire. Sauf qu'en fait, non, c'est la façon qu'ils ont à peu près toujours connue, à partir d'un souvenir qui est souvent vague de leur enfance, puisque les gens oublient aussi, hein, les gens oublient beaucoup. Et voilà, écoutez, si vous voulez que je vous dise, effectivement, les réactionnaires ne connaissent pas leur histoire. Moi, je suis en train de me regarder un documentaire en ce moment sur les procès de Nuremberg. Là, je me suis fait, comme j'arrive pas à dormir la nuit, 7 heures de procès de Nuremberg, avec l'ascension politique d'Adolf Hitler, comment ça s'est passé, c'était quoi le rapport, etc., machin. Le fait de traiter des gauchistes de judéo-bolcheviques en les accusant de tous les maux de la terre, d'avoir trahi l'Allemagne dans un complot avec les juifs qui sont à la fois inférieurs, mais qui en même temps dominent le monde. Hein. Vraiment le paradoxe chez Hitler. Hein. Mais qui en même temps s'allient quand même aux communistes qui sont les plus haïssables pour pouvoir envahir la Pologne, qui est pourtant catholique. C'est vraiment moi les parallèles avec des Poutine, des Trump, même des régimes actuels. Enfin, par exemple, il faut savoir qu'Adolf Hitler, et du coup je le réapprends en regardant ce genre de trucs régulièrement, Adolf Hitler s'inspire énormément des États-Unis pour les lois raciales qu'il applique en Allemagne, par exemple. Les États-Unis, c'est un modèle de comment, au départ, hein, de comment gérer la question juive. Lui, il dit, moi je vais gérer les juifs comme les États-Unis gèrent les noirs, ils le font très bien. Incroyable. 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 Et donc, en fait, ça pour dire que souvent connaître l'histoire, et quand on regarde l'histoire d'aujourd'hui, puisque moi j'ai eu la bêtise d'écouter Laurent Nunez nous parler de l'agression du journaliste à Paris pendant la manifestation d'extrême droite, ou nous parler des affaires des caricatures de la France insoumise et d'antisémitisme. Ça nous prend le moindre fait divers. Là, un rabbin qui se fait agresser dans la rue par un mineur, on décide que ce mineur, visiblement, est un gauchiste, que ce gauchiste a agi dans un climat où les braises sont attisées par l'extrême gauche, et tout particulièrement la France insoumise qui souffle sur les braises de l'antisémitisme en permanence. Vous avez un préfet de police qui vous sort ça tranquille, pendant que Retailleau vous dit que l'antisémitisme est résiduel à l'extrême droite, alors que quand vous regardez les chiffres et quand vous regardez les enquêtes qui sont faites, non, c'est l'antisémitisme, et surtout, et encore toujours, du fait de l'extrême droite, aujourd'hui en France, par exemple. Merci, Mister G, pour le raid. Et en fait, on s'en bat les couilles que ce soit vrai ou pas. La question, on s'en fout, enfin, c'est même pas la question de ce soit vrai ou pas, c'est plus c'est gros, plus ça passe. Et c'est un délire. C'est un délire, mais c'est le monde dans lequel on vit. Voilà. C'est délirant, mais bon. On s'en fout des faits. Comment mettre au même niveau l'antisémitisme du jeune d'Orléans et les caricatures au code antisémite? C'est parce qu'en fait, ce que nous explique Laurent Nunez, c'est que s'il y a de l'antisémitisme en France, c'est la faute de la gauche. Et donc tout fait divers qui pourrait... Et d'ailleurs, il a dit un truc qu'il faudrait vérifier. Il a dit que 88% des agressions, des attaques à la religion aujourd'hui sont des attaques, des attaques dirigées contre le judaïsme. À vérifier quand même, hein. À vérifier ce chiffre. C'est juste qu'il est dans le camp du centre droit, et le centre droit... Vous savez, on dit souvent qu'on est dans une société qui est de plus en plus polarisée, de plus en plus extrémisée. Et c'est parce qu'en fait, les centristes, à la base, Laurent Nunez, c'est censé être centre-gauche, hein, décident, par islamophobie et par intérêt de classe, de considérer que les musulmans et la gauche, c'est le même groupe. Ce sont les islamo-gauchistes, dans lequel visiblement on trouve maintenant Dominique de Villepin, qui est, vous saviez, ce titre du Figaro, dans lequel il était considéré comme étant un islamo-gaulliste maintenant, voilà. Puisque à dire peut-être que Israël bombarde Gaza, c'est pas fou, ben visiblement ça vous met dans un camp qui est le nôtre, et le fait de mettre islamo disqualifie absolument tout, donc islamo-gaulliste maintenant, Dominique de Villepin, voilà. Bon,
Dominique de Villepin, moi, à la base, est plutôt de droite, je pense, mais tranquille. Hein. Et pas particulièrement pro-islam. Mais bon, tout ça, et, voilà, ce côté d'extrémisation du spectre politique, en fait, il vient pas de nulle part. Il vient de, oui, c'est parce qu'en fait, le centre, ou l'extrême centre, hein, le centre qui est aussi extrémisé, hein, en fait, qui n'est pas du tout une position neutre, décide par intérêt de classe et par racisme de défendre une communauté en prenant le moindre fait divers pour pouvoir pointer du doigt toute une autre, tout en pointant du doigt en même temps un autre camp politique. Et aujourd'hui, ceux qui veulent le plus d'égalité et de liberté sont considérés comme les plus liberticides. Et vous avez des Jordan Bardella qui se retrouvent à donner des leçons à Apolline de Malherbe, comme il y a 2 jours, sur BFM, parce que j'ai eu aussi l'erreur d'écouter ça le matin alors que j'arrivais pas à dormir. Nous explique, tranquille, que la France est un pays corrompu et que on est gangréné par le wokisme, mais en même temps, le problème du racisme et de l'antisémitisme en France, c'est quand même le problème de la gauche, quoi. Et t'as envie de te dire, bah, hey, quand même, hein. Quand même. T'en penses quoi des affiches de la France insoumise antisémites pour toi ou pas? Alors moi, ce que j'en pense, c'est que à partir du moment où il y avait ambiguïté, et il pouvait très clairement avoir ambiguïté quand on voit la gueule de l'affiche, le fait de ne pas avoir vu que ça puisse être un problème dans un camp politique où on se pense à ce point attaché à l'histoire et où on fait à ce point référence aux années 30 pour dire attention au fascisme, même si c'est absolument délirant tout ce que ça a donné ensuite, bah ça m'interroge quand même. Ouais, ça m'interroge quand même, ouais. Après, dire que la gauche c'est le camp des antisémites, par contre, faut quand même pas déconner. Hein. Surtout venant du RN qui a été fondé par des antisémites. Hein. Faut quand même pas déconner non plus, hein, au bout d'un moment. Mais je pense que en voyant l'affiche, bien sûr qu'il y avait un monde où on allait leur tomber dessus. Ça reprend des codes qui, même si sont en filigrane ou un peu lointains, si nous, l'extrême droite, avait fait la même chose avec les musulmans, on leur serait tombé dessus aussi. Même si c'était pas évident, en leur disant, bah regardez quand même, c'est du dog whistle. Et en fait, se pose toujours un peu la question. Et en fait, quand on en vient de ce que David Guiraud avait dit avec les dragons célestes et machin, quand on en vient un peu de ce genre de déclaration un peu complexe, avec la situation en Palestine et le camp évident qu'on a choisi et qui est le seul valable hein, d'ailleurs d'une Palestine libre et l'arrêt des combats bien sûr. Ça, moi, il y a pas de doute. Évidemment qu'en fait, à la France insoumise, on va être scruté et on risque de venir nous tirer les oreilles. Après, il y a 2 teams là-dessus. Il y a du coup, si ambiguïté, bénéfice du doute. Non, bien sûr que non, blablabla, avec cette défense de oui, mais en fait, on l'a fait faire sur Grok, ce portrait. Je n'ai absolument pas comprise comme défense. Et on joue cette carte en disant regardez, ceux ils sont de mauvaise foi, regardez, ils sont nuls à chier. Ou en même temps, il y a ce truc aussi de se dire ouais, mais ça risque quand même de mettre mal à l'aise les gens, tu vois. Et donc, surtout que, en fait, l'affiche, elle a été retirée direct. En fait, le fait qu'il, pour moi, a retiré l'affiche, c'est un demi-aveu de culpabilité malgré tout. S'il n'y avait pas de problème, pourquoi vous la retirez? Moi, je suis d'accord avec toi, Piloy. Je pense que il y avait 10 000 autres photos à utiliser. Et ils ont pris peut-être celle qui, de manière ambiguë et en filigrane, quand même, reprenait le plus des codes qui étaient ceux aussi des années 30 pour les caricatures antisémites. Moi, c'est mon avis, quand même, malgré tout. Donc, c'était évitable. C'était évitable. Il fallait juste prendre la photo libre de droit sur Wikipédia, qui est une photo beaucoup plus random. Mais effectivement, il a l'air vachement moins diabolique. Ou marionnettiste derrière, un peu dans le noir, dans l'ombre, en train de tenir
de tenir les rênes de la France, je sais pas quoi, avec les milliardaires, j'en sais rien, je sais pas quoi. Moi, je pense que c'était une erreur. Mais c'était une erreur qui était facilement évitable. Et c'est une erreur qui nous a mis dans la sauce pour rien. Après, on peut se dire que toute communication est bonne à prendre. Je pense que ça a d'ailleurs précipité des annonces comme celle d'Olivier Faure de faire candidature sans la France Insoumise pour 2027 et Boris Vallaud, qui d'ailleurs a été interrogé sur BFM TV, qui a été invité pour en parler. Il n'y a que lui, l'invité politique pour en parler, qui a quand même rappelé que l'extrême droite était surtout le camp des antisémites à la base, quand même, malgré tout. Donc il a répété tout ça tout en expliquant qu'il avait été quand même très mal à l'aise vis-à-vis de cette affiche-là. En fait, moi je trouve que c'est du pain béni pour le PS. Enfin, je suis désolé, c'est des cartes faciles qu'on leur donne, vraiment, mais bon. Moi, je comprends pas. Je comprends pas trop. Il y a un doute raisonnable à avoir. En gros, c'est se dire ils l'ont pas fait exprès et auquel cas ça interroge. Et ils l'ont fait exprès et auquel cas ça interroge. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, dans tous les cas, il y a un malaise assez palpable, quoi. Donc, moi, je sais pas trop où ça va, là, avec ça. Je sais pas trop où ça va. On va voir, mais... Je vais pas vous les montrer, les visuels. Vous les tapez sur Internet. Tapez affiche Hanouna, France Insoumise, vous allez tomber dessus. Je vais pas vous les montrer ici. D'ailleurs, celle sur Pascal Pro est beaucoup plus neutre. D'ailleurs. Donc, moi, je veux bien la défense selon laquelle, oui, mais non, ça n'a rien à voir, c'est un mauvais procès, blablabla. Bon, la défense qu'on connaît et qui est facile et qu'on attendait, quoi. Je vais pas vous mentir que les personnes qui ont été les plus gênées autour de moi sont des gens de la France Insoumise. J'en ai beaucoup autour de moi et beaucoup ne se sont pas sentis particulièrement en train quant à la volonté de défendre un tel projet. Ils étaient plutôt en mode on va plutôt pas en parler. Il y avait quelque chose autour de moi là-dessus de gêné. Voilà. Non, j'ai pas parlé de l'article de Marianne sur Chapoutot. Je ne savais même pas qu'il y avait un article sur Chapoutot dans Marianne. En tout cas, voilà. Ça, on en est là, quoi. On en est là, on en est là. Alors qu'il y a des choses dont on pourrait parler, hein. Mais bon. Apolline de Valère qui a commenté un tweet de F de Souche. Ça me dit un truc. Peut-être que je me souviens du tweet, mais peut-être que je n'ai pas vu que c'était F de Souche. Ah mais non, mais si, pardon. Si, je vois très bien de quoi tu parles. En tout cas, écoutez, ça me fait une transition sur les deux choses dont je voulais vous parler ce soir, hein, puisque du coup je voulais déjà en parler la semaine dernière, mais... Et je remercie la personne qui m'a envoyé l'article. On va d'abord faire les choses dans l'ordre. Et vous